Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler du long terme dans le modèle ISLM. Pour que tout soit clair, je ferai quelques rappels sur le court terme et le moyen terme avant de vous expliquer le long terme. Et j'accompagnerai ces explications d'un exemple qui sera celui de la politique budgétaire dans le modèle ISLM. Très bien, c'est parti! Alors, il faut savoir que on a dans ISLM plusieurs horizons temporels. C'est-à-dire qu'on a le long terme initial, le court terme, le moyen terme et le long terme. En gros, on a une économie où tout va bien, il ne se passe rien, on appelle ça un équilibre stationnaire. C'est-à-dire un équilibre où il n'y a pas de choc et où les marchés sont à l'équilibre. Presque tous les marchés dans ISLM, on va voir ça après. Et suite à un événement, un choc, on va sortir de ce long terme initial pour rentrer dans la phase du court terme. Donc déjà décryptons un petit peu ce qu'est ce long terme initial. Rappelons pour cela les marchés dans le modèle ISLM. Nous avons 5 marchés. Nous avons le marché du bien, dont le prix est P, le prix du marché du bien. Quand vous allez au supermarché, c'est le prix que vous payez. Nous avons le marché de la monnaie, dont le prix est le taux d'intérêt. Si jamais ça ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la courbe LM. Nous avons le marché des titres, dont le prix est aussi le taux d'intérêt. Donc c'est le taux d'intérêt qui va équilibrer le marché, c'est ça que je veux dire, parce que la rémunération des titres, c'est le taux d'intérêt. Nous avons le marché des fonds prêtables, en fait, qui est dans ISLM, le marché de l'emprunt. Et pareil, c'est le taux d'intérêt qui va équilibrer ce marché, puisque lorsque nous empruntons, on paye un intérêt qui va permettre d'équilibrer la demande de prêt et l'offre de prêt. D'accord ? Enfin, nous avons un dernier marché dans ISLM qui est le marché du travail. Et le prix du marché du travail, c'est le salaire. Et au long terme initial, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix P sont flexibles, c'est-à-dire que le marché du bien est à l'équilibre. Autrement dit, la quantité offerte est égale à la quantité demandée. Quasi-offre égale quasi-demande, YS égale YD. Tout ça, c'est pareil. Donc, le marché du bien est à l'équilibre. Le taux d'intérêt est aussi flexible, permettant d'égaliser offre et demande sur les marchés de la monnaie, des titres et des fonds prêtables. Donc, sur ces marchés, nous sommes à l'équilibre. Et le salaire varie. Donc, le salaire nominal ici, W, est flexible. Mais cette fois-ci, ne permettant pas d'égaliser offre et demande de travail. Et ça, c'est très important dans le modèle ISLM à long terme. Nous avons du chômage. Nous n'avons pas offre de travail égale demande de travail. Le salaire ne sera pas là pour égaliser offre et demande sur ce marché. En fait, sur ce marché, nous avons surtout un salaire réel négocié. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Les partenaires sociaux, les syndicats en fait, souhaitent avoir un pouvoir d'achat constant au cours du temps. Autrement dit, que la quantité de biens que je peux acheter au cours du temps reste fixe. Donc imaginons que ce pouvoir d'achat, que nous allons nommer W sur P, autrement dit le salaire réel, ce pouvoir d'achat soit égal à 1200. Donc c'est le cas par exemple où mon salaire égale à 1200 et mes prix dans mon économie sont égaux à 1. Donc si je touche un salaire de 1200 et que mes prix sont égaux à 1, ça veut dire que j'ai un salaire réel de 1200. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, imaginons une situation où les prix ne sont plus à 1 euro, mais passent à 2 euros. Donc ça veut dire qu'avec mon salaire nominal de 1200, mon salaire réel passe cette fois-ci à 600. Donc je suis passée d'une situation où je peux acheter 1200 euros de biens à une situation où je peux acheter 600, si vous voulez, euros de biens. C'est après ça l'idée. Et là, les partenaires sociaux ne sont pas d'accord, puisque eux, ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on garde un pouvoir d'achat constant au cours du temps. Autrement dit, que peu importe la hausse des prix, je puisse toujours obtenir 1200 euros de biens. Et ce qui va se passer face à ce déséquilibre, si vous voulez, cette inégalité entre le salaire réel désiré, donc 1200, et le salaire maintenant, le nouveau salaire réel, c'est-à-dire 600, pour pallier ce déséquilibre, les salaires nominaux vont devoir augmenter.
on va passer du salaire nominal de 1200 à un salaire nominal à 2400. De cette façon, même si les prix passent à 2 euros, mon salaire réel repasse à 1200 et ainsi mon pouvoir d'achat est constant au cours du temps. Et donc c'est ça qui est important dans ISLM à tous les longs termes, que ce soit le long terme avant le choc comme ici, mais aussi le long terme après le choc qu'on verra après. Nous allons avoir toujours ce salaire réel qui va être constant, et pour pouvoir avoir ce salaire réel constant, il faut que mon salaire nominal varie, non pas pour égaliser offre et demande de travail, mais pour avoir salaire réel égale salaire désiré. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est mon équilibre avant le choc. Donc je rappelle, mes prix sur le marché du bien sont flexibles, mon taux d'intérêt est flexible et mon salaire nominal, W, est flexible. Maintenant, nous allons entrer dans une période où un choc arrive. Donc dès qu'un choc arrive, un choc, je rappelle, c'est une perturbation telle qu'une politique budgétaire, une politique monétaire, donc une perturbation exogène, d'une variable exogène de l'économie. Et cette perturbation va nous sortir de cet équilibre stationnaire, va nous sortir de ce long terme initial pour arriver dans le court terme. Et au court terme, nous avons cette fois-ci des différences par rapport au long terme initial. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire avec l'exemple de la politique budgétaire. Donc imaginons que nous avons une politique budgétaire expansionniste, c'est-à-dire que nos dépenses publiques, les dépenses publiques de l'État augmentent. Or, la dépense publique est une composante de la courbe IS dont l'équation est Y, donc le revenu national, égale C, consommation, plus I, investissement, plus G, dépenses publiques. Donc dès que la dépense publique augmente, le revenu national augmente. En parallèle, comme l'État augmente ses dépenses publiques mais qui n'a pas forcément l'argent de le faire, d'accord, il va devoir emprunter. Or, je l'ai dit au départ, le marché de l'emprunt, c'est le marché des fonds prêtables. Donc l'État, il va demander de l'argent, il va demander de l'emprunt, il va demander des fonds prêtables. Sauf que si au long terme initial, le marché des fonds prêtables était à l'équilibre, c'est-à-dire offre égale demande, et que d'un coup l'État demande des fonds prêtables, ça veut dire que la demande de fonds prêtables devient supérieure à l'offre de fonds prêtables. Donc sur le marché des fonds prêtables, je me retrouve avec un excès de demande. Or, quand j'ai un excès de demande sur un marché, qu'est-ce qui se passe? Il faut le résorber. Or, le prix sur le marché des fonds prêtables, on l'a dit auparavant, c'est le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt va devoir augmenter pour en fait désinciter les gens, pour désinciter plutôt les agents à emprunter et ainsi rétablir l'équilibre entre offre et demande de fonds prêtables. Sauf que si le taux d'intérêt augmente, ça rend l'emprunt plus coûteux, c'est ce qu'on a dit, et ça fait baisser aussi l'investissement qui est une composante de la demande. Et cette baisse de l'investissement qui fait aussi baisser la demande, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, donc c'est ce qui suit la hausse du taux d'intérêt, mais ça ne compense pas la hausse initiale de la demande qu'on a eue avec le choc au départ. Donc là, on a bien vu ce qui s'est passé, donc on a un revenu qui a augmenté, et on a aussi le taux d'intérêt qui a augmenté. Ce qui se passe, c'est que le taux d'intérêt a varié, donc le taux d'intérêt est flexible. Ça signifie que les marchés de la monnaie, des fonds prêtables et des titres sont tous à l'équilibre. Par contre, les prix qui n'ont pas pu bouger, qui sont fixes à court terme, ce sont le prix P du marché du bien et le prix, enfin le salaire, qui en fait, n'oubliez pas quand je dis prix, en fait c'est parce que le salaire techniquement c'est le prix sur le marché du travail, le taux d'intérêt c'est le prix sur le marché des fonds prêtables et P c'est le prix sur le marché du bien. Voilà, j'espère que c'est clair quand même. Donc les prix qui n'ont pas pu bouger, qui sont restés rigides, c'est le prix P du marché du bien et le prix W, le salaire sur le marché du travail. Et ça c'est normal au court terme, puisqu'en fait quand on a un choc, les agents économiques, notamment les entreprises, n'ont pas le temps de modifier les prix et les salaires immédiatement. C'est pour ça qu'on a plusieurs horizons temporels dans ISLM pour avoir le temps de modifier ces prix. Et chose qui est importante, on a vu au départ, c'est que c'était un choc de demande. C'est un choc sur la courbe IS. Or, la courbe IS, c'est une composante de YD, la quasi-demande, d'accord? IS et LM, ce sont des courbes de demande. Donc, dès qu'il y a un choc sur IS ou sur LM, ce sont simplement des chocs de demande. Donc, ce qui s'est passé à court terme aussi, c'est que la demande a augmenté, mais l'offre n'a pas bougé.
chose importante à court terme, c'est que c'est la demande qui domine. C'est-à-dire que si les entreprises veulent produire 3, mais que la demande, c'est par exemple 2, les entreprises n'ont pas le choix, elles vont produire 2. C'est la demande qui domine à court terme, et c'est ça qui est le plus important. Autre chose que je voulais dire, c'est que à la fin du court terme, on se retrouve avec l'offre qui n'a pas bougé, puisque le choc n'était pas sur l'offre, mais par contre la demande a augmenté. Donc je me retrouve à la fin du court terme avec un déséquilibre, mais comme les prix sur le marché du bien ne peuvent pas bouger à la fin du court terme, je vais rester avec ce déséquilibre, et c'est la demande qui va déterminer ma production, et non pas l'offre, puisque c'est la demande qui domine à court terme. Maintenant, passons au moyen terme. Ce qui va différencier la situation du court terme et du moyen terme, ce sont les prix sur le marché du bien. Le prix P sur le marché du bien va bouger, permettant d'équilibrer offre de biens et demande de biens. Donc on s'était arrêté à la fin du court terme avec un déséquilibre, une demande plus grande que l'offre. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que les prix vont pouvoir bouger pour rééquilibrer le marché du bien. Et là, j'ai un excès de demande sur ce marché. Or, quand j'ai un excès de demande, le prix doit augmenter. Et le prix sur le marché du bien, c'est ce qu'on vient de dire, c'est P. Donc, le prix P va augmenter. Or, quand le prix augmente, ça va avoir un impact direct sur le marché de la monnaie. Puisque ça signifie qu'avec une même quantité d'argent, si mes prix augmentent, je peux acheter moins de biens. Si du jour au lendemain, mes prix passent de 1 à 2 euros, ça veut dire qu'avec 50 euros, avant, je pouvais avoir 50 euros de biens, maintenant, je ne peux en avoir que 25. Donc, ça veut dire que mon pouvoir d'achat de ma monnaie diminue. Et dans ISLM, le pouvoir d'achat de la monnaie, c'est ce qu'on appelle l'offre réelle de monnaie. Et donc, sachant que le marché de la monnaie au court terme était à l'équilibre, qu'on avait offre égale demande, et que d'un coup, l'offre de monnaie diminue, ça veut dire que sur le marché de la monnaie, j'ai un excès de demande. Or, sur un marché, quand j'ai un excès de demande, que doit faire le prix? Il doit augmenter. Et le prix sur le marché de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt va augmenter, rendant l'emprunt plus coûteux, faisant ainsi baisser l'investissement et donc la demande, puisque je rappelle, Y égale à C plus I plus G. Et ainsi, là on voit que la demande a diminué à la fin, et ça permet en fait de nouveau égaliser offre et demande qu'on avait en déséquilibre au début du court terme. Donc là, au moyen terme, ce qu'il s'est passé, c'est que les prix sont devenus flexibles sur le marché du bien, permettant d'égaliser offre et demande, et le taux d'intérêt, lui, toujours flexible. Ça veut dire que le marché de la monnaie, des titres et des fonds prêtables, toujours à l'équilibre, il n'y a pas de souci. Donc ils étaient à l'équilibre au court terme et sont à l'équilibre à la fin du moyen terme. Par contre, le seul prix qui n'a pas bougé à moyen terme, c'est le salaire. Le salaire n'a pas bougé à moyen terme et donc il faut attendre le long terme pour qu'on ait des variations dans le salaire nominal. Donc on finit notre moyen terme avec un prix qui a augmenté, d'accord? On a vu que les prix lors de cette politique budgétaire ont augmenté. Or, si on reprend notre condition initiale de salaire réel qu'on avait posée au long terme initial, on avait dit que dans notre économie, on voulait un salaire réel constant de 1200, avec 1200 étant le salaire nominal et nos prix dans l'économie étant égaux à 1. Au court terme, ils n'ont pas bougé ces prix. Par contre, au moyen terme, on a vu que les prix ont augmenté. Donc ça veut dire potentiellement qu'ils sont passés de 1 à 2. Donc le salaire réel est passé potentiellement de 1200 à 600. Or, les partenaires sociaux, on a dit qu'ils voulaient à chaque long terme un salaire réel constant. Si le salaire réel doit rester constant, là, la seule façon pour qu'il reste constant, c'est que le salaire nominal, donc W, augmente, qu'il passe de 1200 à 2400, afin qu'avec des prix égaux à 2, nous nous retrouvons avec un salaire réel de 1200 à nouveau. Et c'est exactement ce qui va se passer au début du long terme. Le salaire nominal va augmenter, permettant de revenir au salaire négocié par les partenaires sociaux. Or, en augmentant les salaires, cela va poser un problème pour les entreprises, pour qui les coûts de production vont d'un coup augmenter. Donc en fait, elles n'auront pas le choix, elles vont devoir produire moins, la quasi-offre, l'offre de biens, va diminuer. Or, on avait vu qu'au moyen terme, on avait rétabli l'équilibre sur le marché du bien. Donc si on avait l'équilibre et que d'un coup,
l'offre de biens diminue, ça veut dire que sur le marché du bien, je me retrouve encore une fois avec un excès de demande. Quand j'ai un excès de demande sur un marché, qu'est-ce qui se passe? Le prix doit augmenter. Or, le prix sur le marché du bien, c'est P, donc le prix que vous payez en supermarché. Et quand les prix augmentent, les prix du marché du bien augmentent, ça a une conséquence sur le marché de la monnaie. Le pouvoir d'achat de la monnaie, comme expliqué précédemment, va diminuer, ce qui en fait se retranscrit en une baisse de l'offre réelle de monnaie qu'on peut noter MS sur P. Or, si l'offre de réel de monnaie diminue, sachant qu'au moyen terme, on avait rétabli l'équilibre, donc je rappelle, on avait offre de monnaie égale demande de monnaie, et d'un coup l'offre de monnaie diminue, je me retrouve encore une fois, et oui, avec un excès de demande de monnaie. Et si je me retrouve encore une fois avec un excès de demande de monnaie, ça veut dire que encore une fois, je dois rétablir l'équilibre. Et donc, que mon taux d'intérêt doit de nouveau augmenter, ce qui va faire baisser investissement et demande une nouvelle fois. Donc là, vous avez vu qu'on a exactement le même mécanisme au moyen terme et au long terme, et c'est ce qu'on appelle une boucle salaire-prix orientée à la hausse. Autrement dit, la hausse des prix de moyen terme a fait augmenter les salaires de long terme, faisant à nouveau augmenter les prix de long terme. Une boucle salaire-prix orientée à la hausse. Maintenant, passons au graphique de cette politique budgétaire au court terme, moyen terme et long terme. Donc je vais faire les graphiques dans les deux repères, c'est-à-dire YR avec ISLM, donc revenu taux d'intérêt, et dans le repère revenu prix YP avec YSYD. Alors si on commence par le repère avec ISLM, on a eu un choc au départ sur IS. Il ne faut pas oublier, un graphique c'est toujours choc et ajustement. Donc si je prends le graphique ISLM, je vais tout simplement avoir un déplacement de IS vers la droite qui représente ma politique budgétaire expansionniste qui représente mon choc. Et donc on voit bien que j'ai une hausse du taux d'intérêt et une hausse du revenu. Maintenant si je regarde mon ajustement, dans le repère ISLM, l'ajustement se fait toujours par LM. Et pour voir comment LM varie, il faut regarder comment l'offre de monnaie varie. Or, on a vu que l'offre réelle de monnaie a varié deux fois. Une fois au moyen terme, une fois au long terme, et surtout a baissé deux fois. Donc ça veut dire que je vais décaler LM vers la gauche deux fois. Donc LM va monter une fois vers la gauche, ce sera le moyen terme, et aller une autre fois vers la gauche, ce sera le long terme. Et on voit bien qu'à la fin de ces déplacements, on se retrouve totalement aligné avec le produit du long terme initial. Et ça, c'est une caractéristique des chocs de demande à long terme sur le produit, mais aussi sur l'emploi. Ils reviennent en fait à leur niveau de long terme initial, c'est-à-dire avant le choc. Autrement dit, ils n'ont pas d'effet durable, ils n'ont pas d'effet à long terme, sauf pour le taux d'intérêt et les prix qu'on va voir tout de suite. Souvenez-vous, ISLM, choc et ajustement, et l'ajustement se fait toujours par la courbe LM. Ensuite, dans le repère YP, donc là, on va faire pareil, on va représenter le choc. IS étant une courbe de demande, je vais déplacer la quasi-demande YD vers la droite. Et donc là, ce qu'il faut faire attention au court terme, c'est que les prix sont rigides. Et c'est la demande qui domine. Donc, prix rigide plus demande qui domine, ça veut dire que je vais être sur ma même ligne de prix que le long terme initial, je ne vais pas bouger au niveau des prix. Et je vais me retrouver sur ma nouvelle courbe de demande, puisque c'est la demande qui domine, et ainsi je me retrouve au point E1. Au moyen terme, ce qui va se passer, c'est juste que les prix, on a vu dans notre mécanisme, ont augmenté, donc au moyen terme, je peux me retrouver à l'intersection entre YS et YD, entre quasi-offre et quasi-demande, ce qui n'était pas le cas au court terme. Et là, pour le coup, dans le repère YP, donc pour l'instant, on n'a représenté que le choc, et l'ajustement se fait au long terme, et pour voir l'ajustement, il faut regarder la courbe de quasi-offre YS. Et on a vu que la quasi-offre avait baissé suite à la hausse des salaires nominaux négociés par les partenaires sociaux, et donc ça veut dire que je vais déplacer ma quasi-offre vers la gauche, et pareil que dans le repère YR, je vois que mon produit redevient aligné avec le produit initial d'avant le choc. Donc voilà pour ces explications graphiques. On voit bien donc que les politiques de demande, donc là je fais une généralité mais c'est le cas, toutes les politiques de demande à long terme, on revient au niveau initial de produit. Donc voilà pour cette vidéo sur le long terme, j'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez n'importe quelle question, si des concepts sont un peu flous. Merci encore pour votre écoute et à une prochaine fois. Au revoir!